Now let's go. Luc Baudin, bonjour. Merci de faire l'honneur d'être présent pour ce congrès sur la gestion du stress et des émotions. Dans un premier temps, je ne sais pas si c'est bien utile de te représenter, mais quand même, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, je veux bien que tu nous dises tout ce que tu fais, tes domaines de compétences et qui tu es, hein. Mais bon, déjà merci Kevin, merci de ton invitation et puis je dis bonjour à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. J'espère leur apporter des éléments importants pour les aider justement dans la gestion du stress, qu'ils soient eux-mêmes stressés ou qui fassent partie des thérapeutes qui soigneront les personnes stressées. Alors pour me présenter brièvement, je suis Luc Baudin, je suis un ancien médecin, j'ai exercé pendant près de 25 ans et pendant toutes mes années d'études, de pratique, j'ai fait beaucoup de formations en médecine naturelle. Donc je vous passe la liste, mais ça a été de l'alimentation à l'ostéopathie, à la symbolique des maladies, à la PNL. Donc c'était vraiment tous les ans, je me faisais former et j'ai travaillé beaucoup sur, d'une part, les soins énergétiques, parce que les soins énergétiques peuvent apporter un plus, y compris dans les situations de stress. Et, euh, et donc, j'enseigne un petit peu. C'est quelque chose qui agit autant sur le physique que sur le psychologique. Et je travaille aussi pour transmettre un maximum d'outils individuels qui permettent aux personnes déjà que ce soit là encore thérapeute ou patients. D'ailleurs, je pratiquais ces techniques-là dans mon cabinet. Je veux nommer par exemple le FT, la méthode Aora, Ho'oponopono, même quelques techniques de soins énergétiques, etc. Ce sont des outils que les personnes peuvent utiliser individuellement et que les thérapeutes peuvent utiliser dans leur cabinet. Moi, je le faisais classiquement. Ça leur permettait aux patients de leur montrer la technique et puis après ça, à eux de pouvoir poursuivre. Voilà, donc de fil en aiguille, j'ai travaillé beaucoup sur l'évolution personnelle des personnes et ça m'a conduit à une vision, je dirais, plus holistique de la médecine qui va prendre bien sûr le côté physique, psychologique, énergétique, émotionnel, mais aussi spirituel. Et donc j'en suis arrivé à la médecine spirituelle qui pour moi est un élément clé de la compréhension de la maladie et de l'individu. Déjà, dans tout ce que tu cites, tu vois, l'une des complexités pour moi, ça va être de ne pas vouloir tout aborder, parce qu'on va être là jusqu'à point d'heure, hein. Mais du coup, on va essayer de se centrer un petit peu, mais malgré tout, on peut commencer par le début, si tu veux bien. C'est vrai que moi, je pense la même chose que toi. Il y a quand on aborde quelqu'un de manière holistique, on doit poser différents plans. Moi, j'appelle le plan physique, mécanique, hein. Le plan chimique, donc tout ce qu'on ingère, tout ce qu'on se met sur la peau, le plan émotionnel, qu'on ne peut pas négliger bien sûr, et le plan spirituel, comme tu le dis, énergétique, spirituel. Et donc, dans un premier temps, tu peux peut-être commencer par nous redéfinir pour qu'on distingue correctement ce qu'est le stress et les émotions, pour ne pas les mélanger. Et puis après, tu pourras peut-être nous parler du stress aigu, chronique également, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut toujours commencer par le début, bien qu'en général, ce soit plutôt la finalité que le départ quand on prend les choses dans l'origine et la conséquence. Le stress est plus une conséquence que la cause. Et donc, c'est vrai qu'il y a déjà les émotions et le stress. Alors, la notion d'émotion et de stress, c'est vrai que certaines émotions, certaines situations vont déclencher des fortes émotions et donc qui peuvent être elles-mêmes stressantes. On est bien d'accord. Donc c'est vrai qu'on se retrouve là dans la gestion des émotions. Donc je dirais simplement un petit élément clé par rapport à cette vision, c'est qu'en fait, quand on a une émotion, on a un souvenir, une situation qui nous a provoqué une émotion, la première chose qu'on essaye de faire, c'est d'oublier cette situation.
Ce qui est une erreur fondamentale, c'est qu'en fin de compte, on ne peut pas oublier une situation, on ne peut pas oublier un souvenir, il fait partie de nous, c'est plus possible, c'est inscrit en nous. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est éliminer l'émotion qui s'y rattache, c'est-à-dire tout simplement pouvoir se rappeler du souvenir sans avoir forcément la charge émotionnelle qui se manifeste. Donc, c'est des techniques aussi qui sont intéressantes. On connaît le MDR, mais moi, je travaille beaucoup sur les techniques de psycho-énergétique avec le FT, avec le TAT, qui est moins connu, le tapas-acupressure technique. Il y a la méthode des 2 points aussi, qui sont beaucoup utilisées en kinésiologie, les soins énergétiques, qui sont très intéressants parce qu'on peut travailler à la fois sur les blocages énergétiques, qui sont des chocs émotionnels, et en enlevant le blocage, on va libérer le choc émotionnel, le solutionner d'emblée. Donc, on a plein de choses. Alors, après ça, il y a le stress, qui peut être même, bien sûr, consécutif à une émotion, mais moi, je en parlerai plus, à mon sens, ici, du stress d'une manière plus générale, mais dans notre société. J'insiste aussi parce que c'est évident, quand on est dans une situation de stress, dans un pays en guerre, par exemple, le stress est normal, il est logique, etc. Le stress aussi, quand on vit avec un pervers narcissique, c'est évident que ce stress est logique, et donc on essaye d'aider les personnes à tenir le temps qu'elles trouvent, elles, la solution par rapport à cette situation. Après ça, donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le stress, il y a 2 types de stress. Là encore, il y a le stress aigu, qui est un bon stress, comme on dit. C'est tout simplement celui qui va nous pousser à l'action. Par exemple, moi, ça m'a beaucoup aidé d'être stressé quand je vais passer mes examens en médecine. C'est normal d'avoir le stress, et ça nous pousse à réviser, à bosser, à travailler, etc. Donc, c'est un stress qui est normal. C'est ce qui a sauvé, paraît-il, l'humanité, parce que c'est évident, quand il y avait des prédateurs autour, il fallait mobiliser ses forces pour lutter. Donc ça, c'est une phase normale, logique, mais qui doit être que transitoire. Et il faut savoir aussi qu'après une phase de stress aigu, il y a toujours une phase de récupération, de fatigue, de récupération. Et ça, c'est normal, un petit peu comme après une maladie, on est normal d'être un peu en convalescence pendant quelques temps. Mais on va parler plutôt du stress chronique, c'est-à-dire du stress qui va perdurer, qui va persister. Donc c'est un stress là qui devient anormal d'être. Le problème, c'est que sur un plan physique, le stress aigu va déjà déclencher certaines hormones et neurotransmetteurs, l'adrénaline, la dopamine, etc. Et dans un deuxième temps, ça va être le cortisol qui est fabriqué. C'est une hormone normale fabriquée par les corticosurrénales que nous avons tous. Et donc, le cortisol, quand il est élevé, c'est vrai que ça nous permet le combat, de faire face. On a une poussée de cortisol tous les matins à 8 heures du matin pour se réveiller, tout simplement, parce que c'est lui qui va nous donner notre vigilance et notre action. Et puis, au cours de la journée, il va tendance à se baisser. Mais donc, il va tendance à se baisser, mais le problème, c'est quand on a une période de stress, il va demeurer élevé. Il va demeurer élevé, et vous connaissez tous certainement les effets indésirables des corticoïdes, de la cortisone au long cours. Là, c'est des produits, des médicaments qu'on donne aux patients pour certaines pathologies lourdes. Eh bien, le cortisol va faire à peu près la même action, mais lui, il s'agit d'une hormone naturelle, mais qui est fabriquée en excès et sur un temps trop long. Donc, ce cortisol, il va avoir beaucoup d'incidences par rapport à notre corps physique. Donc, on connaît, ça fait déjà baisser l'immunité. Et ça, c'est très, très intéressant dans l'époque que nous traversons. Parce que vous voyez, quand il y a une épidémie, eh bien, évidemment, on a besoin de nos défenses immunitaires. Or, qu'on soit informé de l'évolution de la situation, c'est normal. Mais seulement, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas aller au-delà, parce que ça met les personnes en état de stress. Et quand elles sont en état de stress, ça fait baisser l'immunité. Et quand on baisse l'immunité, ça favorise l'infection. Vous voyez un petit peu, donc l'équilibre n'est pas toujours très, très facile à trouver. Donc, ça va avoir plein d'effets, en particulier sur l'estomac, sur les intestins. Ça va avoir la fonte musculaire, la déminéralisation. Je parle de tout ça. À des maladies comme, bien sûr, on parle du burn-out, mais on peut parler aussi, ça favorise un certain nombre de maladies comme l'hypertension, comme le diabète, et comme les problèmes même de Parkinson, de maladies d'Alzheimer, etc., cardiovasculaires également. Donc, c'est pas négligeable. Ce qu'il faut, c'est que je m'aperçois aussi que, au travers de mon discours, j'ai oublié une petite précision sur le stress chronique, c'est-à-dire, c'est que
le stress chronique, lui, la définition qui correspondrait à la situation que je vais vous expliquer, c'est quand nous nous retrouvons face à une situation dans laquelle nous avons l'impression d'être débordés, que la situation, elle est au-delà de nos capacités de faire face. Donc c'est un petit peu quand on arrive, on se dit, oh là là, j'ai tellement de trucs qui m'arrivent, que je dois faire, de travail, enfin personnel, professionnel, etc., que je ne sais plus comment y arriver, c'est là que commence à générer le stress. Mais donc on va refaire un petit retour maintenant sur un élément qui est intéressant par rapport au stress, c'est que vous savez que nous avons tous des gènes qui nous permettent le fonctionnement, mais ces gènes ne sont pas immuables. C'est-à-dire c'est qu'on a des gènes qui sont actifs et des gènes qui sont inactifs. Et en fait, on s'est aperçu avec l'épigénétique que selon notre mode de vie et nos vécus, nous allons ouvrir ou fermer les gènes. Donc un mode de vie malsain va favoriser les gènes de la maladie et voire les gènes de la mortalité, enfin d'un raccourcissement de la vie. Inversement, quand on change d'hygiène de vie, avec une bonne hygiène de vie, là, ça va ouvrir les gènes de la santé et de la longévité. Or, on s'est aperçu que le stress, eh bien, était transmissible aussi aux enfants. C'est-à-dire qu'on a vu en particulier chez les femmes qui étaient enceintes au moment des événements du 11 septembre et qui a provoqué un stress général dans la population mondiale, eh bien là, ce stress a produit chez les enfants des enfants davantage stressés. On l'a vu comment? On l'a vu tout simplement avec des enfants qui avaient un taux de cortisone, plus élevé que la moyenne. Donc ça montrait bien qu'ils avaient déjà eux-mêmes une tendance à ça. Donc c'est pour vous dire que non seulement il est important de le gérer pour soi, mais il est important de le gérer aussi pour sa descendance, évidemment, parce que ces gènes non seulement sont transmissibles, mais aussi sont transmissibles, les enfants pourront eux-mêmes le transmettre à leur descendance. Donc c'est très, très, très important. Voilà. Et, et du coup, donc là, tu viens de dire quelque chose d'intéressant par l'épigénétique. Du coup, on peut retrouver de la mère à l'enfant des choses transmises par le fœtus, c'est ça, hein? Oui, oui, tout à fait, transmise au fœtus, et après ça, le fœtus va le transmettre. Et l'épigénétique, c'est une recherche qui est très, très intéressante parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on a eu une période de sa vie où on a été une vie déséquilibrée, etc., de reprendre une vie saine. La période déséquilibrée va ouvrir les gènes de la maladie, mais les périodes équilibrées va permettre de les refermer avec le temps. On s'est aperçu de ça, par exemple, avec les personnes qui avaient un cancer de la prostate, les petites géminales, eh bien, on s'est aperçu qu'avec les biopsies du cancer à l'appui, on s'est aperçu que simplement un mode de vie sain, c'est-à-dire alimentaire, j'ai quelques nutriments, à travail sur le stress, méditation, travail sur d'exercice physique, et puis des groupes de parole. On s'est aperçu qu'en l'espace de 3 mois, il y avait déjà quelques gènes cancéreux qui avaient tendance à se refermer. Donc c'est extrêmement important parce que ça veut dire que nous sommes les maîtres de notre destin. Nous sommes les maîtres également de nos gènes. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à bien comprendre. Ce n'est pas une fatalité. Tout à fait, on est d'accord. Et malgré tout, alors comment faire? Parce que, comme tu le dis, il y a différents stress. Il y a un très très bon stress même, hein, qui nous génère des choses pour nous dépasser au quotidien. Mais comment ne pas se laisser aller pour tomber dans ce stress chronique? Parce que des fois, on le voit qu'il est en train d'arriver, mais on se dit, oui, mais de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout le monde est en arrêt maladie. Si moi je vais pas au boulot, bah, la boîte elle va couler. Donc il faut bien que j'y aille. Enfin, c'est un exemple, hein. Mais alors, comment faire pour se protéger et ne pas basculer là-dedans, sachant que dans le monde où on vit, dans la réalité, tu me dis si je me trompe, mais beaucoup d'entre nous tombent un peu dans le stress chronique malgré tout, parce qu'on a l'impression que ben on peut pas faire autrement. Mais comment essayer de ne pas tomber là-dedans du coup? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain est un être anticipatif. C'est-à-dire que nous anticipons les situations du futur. Et donc, en général, quand on est dans l'anticipation, on est en train
de voir le futur, mais le futur le plus noir. On va pas, généralement, on voit pas le futur rose, on voit tout de suite la situation qui pourrait évoluer et comment elle pourrait évoluer d'une manière très négative. Donc il faut bien comprendre que l'être humain est le seul animal, si je mets entre guillemets animal, animal dans la nature qui est capable de se stresser lui-même. Donc ça, il sera très très important. Et on le voit, un petit exemple, c'est que regardez tout simplement, regardez des films d'action, des films de guerre, des films, voire des films d'horreur. Eh bien là, vous avez un stress et c'est un stress qui est complètement artificiel. C'est nous qui nous transportons là-dessus. Donc c'est important déjà de bien comprendre que nous sommes en train de nous stresser nous-mêmes parce que nous voyons toujours un futur hypothétique, mais toujours le côté très noir. Et donc, c'est déjà le point important. Et donc, de bien comprendre que c'est c'est le futur que nous voyons et que nous projetons et qui est une possibilité. C'est un fil du temps, comme on dit, mais ce n'est qu'un fil du temps. Ce n'est qu'un fil du temps, une possibilité. Et qu'est-ce qui est la première chose que je dirais par rapport à ce stress? C'est justement, c'est anticipatif, c'est le futur. Et donc, c'est plutôt de se dire, restons dans le présent. Et c'est de revenir dans le présent, ici, maintenant. Ici, maintenant. Et ça, c'est très important parce que quand on est dans le ici, maintenant, et un outil qui est remarquable d'ailleurs dans le stress, c'est la méditation. La méditation le fait très bien. Mais donc, et ça va éteindre le mental et ça va nous remettre dans le présent. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans le présent? Le futur, bien sûr, il faut essayer de le préparer. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne faut pas non plus faut s'obnubiler là-dessus. Donc il faut être dans le présent et se dire, ok, je fais mon maximum dans le présent, et puis après ça, Inch'Allah. Mais le maximum dans le présent va consister quand même à faire quelques petits éléments. Il y a des éléments qui sont intéressants, c'est déjà de se dire, on me demande plein de travail, je dois faire plein de travail, aussi bien personnel que professionnel, etc. Faire attention de ne pas mettre la barre trop haute. Parce qu'en fait, on nous demande un travail et c'est nous qui voulons faire les choses parfaitement. Donc, ce qui est tout un autre honneur, évidemment, mais ce qu'il y a, c'est quand on est débordé, il faut savoir aussi faire les choses, mais aussi pas chercher la perfection. Et ce qui est important aussi, c'est quand on est dans le présent, on est concentré sur ce qu'on est en train de faire. Parce que regardez bien, quand on est dans le stress, avec plein de choses à faire, eh bien tout simplement, on est en fait quelque chose, et puis on est en train de penser, ah oui, mais il faut que j'aille chercher les enfants à l'école, ah oui, puis il faut pas que j'oublie de poster un courrier, etc. Donc on fait quelque chose en pensant à autre chose. Et donc pour essayer de gagner du temps. Or, c'est faux, parce qu'en fait, comme on n'est pas sur ce qu'on fait, eh bien déjà on est moins efficace, on prend plus de temps, et puis souvent on est obligé de revérifier si ce qu'on a fait était bien, donc on a reperdu du temps qu'on pensait gagner. Donc là, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a aussi une notion qui est très importante, c'est s'organiser. S'organiser, c'est-à-dire prendre quelques minutes simplement de se dire, ok, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la liste des choses que je dois faire? Et à partir de là, de se dire, bon, qu'est-ce qui est urgent à faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire? Je commence par ceci, puis ça me prendra 1 heure, et puis après ça, je ferai telle autre chose, etc. Puis après ça, j'irai chercher les enfants à l'école, etc. Donc, on s'organise. Et ça, c'est très important parce que à partir de s'organiser, on sait qu'on va avoir le temps de le faire, et à ce moment-là, on n'est plus obligé de cogiter. Il y avait, je crois que c'était Eisenhower qui disait, il y a plusieurs situations. Il y a la situation où c'est urgent, et important. Urgent et important, donc il faut s'en occuper. Après ça, c'est urgent, et c'est urgent, mais pas important. Donc là, à ce moment-là, on peut planifier. Après ça, c'est urgent, c'est pas urgent, mais c'est important. On peut déléguer. Et donc après ça, si c'est urgent, si c'est pas urgent et pas important, on peut oublier. Donc c'est une question de classification par rapport à ça. Un autre point important, et on rejoint un petit peu la notion des émotions, c'est qu'il faut verbaliser. Verbaliser. Verbaliser, c'est dire les choses, parce que quand on a une émotion, simplement d'en parler, en parler avec les protagonistes ou en parler simplement en famille, avec son conjoint ou avec sa conjointe, ça va déjà vider une partie de cette charge émotive parce que nous, on est tous pareils, quand on a un problème, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il tourne en boucle dans notre tête. Et plus il tourne, et plus il grossit. Et plus il grossit, et plus ça nous stresse. Et donc, le simple fait de verbaliser, ça va déjà libérer la charge et ça va nous obliger de
replacer le problème à sa juste place, et on s'aperçoit qu'en le verbalisant, c'est bien sûr, c'est gros, mais c'est pas aussi gros qu'on l'imaginait dans notre tête. Donc la verbalisation est importante, et tout comme de dire son opinion, parce que quand on vous fournit plein de travail sur votre lieu sur votre boulot, eh bien, à un moment, à vous de dire stop. Donc poliment, on peut pas envoyer le patron balader, c'est une évidence, mais dire attention, parce que là vous m'envoyez plein de travail, j'ai déjà un surcroît de travail, c'est évident que je pourrais pas faire tout aujourd'hui, il va y avoir que des choses que vous m'avez demandé que je serai obligé de faire demain, ou que je vais être obligé de faire moins complètement, etc. Prévenir dans le respect. Et là aussi, c'est important parce que à partir du moment où qui ne dit mot consent, c'est-à-dire que à partir du moment où vous ne dites rien, ça veut dire que ça va. Je répète, à partir du moment où vous ne dites rien, ça veut dire que ça va. Et donc, si on vous apporte du travail et que vous ne dites rien, on va vous en apporter, on va vous en apporter. C'est à vous de dire à un moment, attention, là je suis débordé, etc. Moi, je veux bien que vous me les apportiez, mais seulement, c'est vous le patron, mais seulement, je pourrais pas tout faire. Et donc, simplement de verbaliser ça, parce que le patron, la prochaine fois, quand il aura un travail à vous donner, bah, il ira peut-être de le donner à quelqu'un d'autre parce qu'il sait que vous êtes débordé. Mais si vous avez toujours dit oui, il va continuer, ce qui est normal, c'est logique, on fait tous pareil. Donc ça, c'est les petits trucs qui sont importants déjà dans la gestion. Mais le point le plus important, c'est d'être ici et maintenant. Le deuxième point, c'est planifier. Le troisième point, c'est verbaliser. Donc, c'est des petites choses, mais qui sont extrêmement importantes dans toutes les situations de stress. Et puis, il faut pas hésiter non plus à déléguer, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, si vous êtes vraiment débordé, n'hésitez pas à demander à vos proches, à vos collaborateurs, à votre famille, qui viennent aussi vous aider. C'est normal, tout le monde le comprend. Tout à fait. Et du coup, bah, je vais rebondir sur autre chose, mais je sais pas toi, mais moi, dans mes entretiens, j'ai constaté qu'il y a deux grands éléments qui génèrent du stress quand même. Il y en a plein au quotidien, on est tous différents, mais il y en a deux gros, moi, je trouve, qui nous font aller parfois dans le stress chronique. C'est quand il y a des conflits ou des problèmes à régler dans le cadre familial et dans le travail. Mais j'ai l'impression que quand on a ces deux choses qui vont pas trop mal, eh bien, de manière générale, j'ai l'impression que la vie de la plupart de ceux qui n'ont pas ces deux soucis-là, bah, ça a l'air d'aller, ça va, comme tu dis. Est-ce que toi, tu as repéré d'autres éléments au quotidien? Alors, je mets de côté les médias, parce que c'est sûr que les médias, maintenant, je le mettrai dedans aussi. Mais quand on gère bien ces deux ou ces trois choses-là, j'ai l'impression que ça va. Mais parfois, certains aussi n'arrivent pas à changer de vie. Ils ont peur de changer de vie. Alors, parce que, pardon, il y a peut-être la peur de l'inconnu. Et donc, qu'est-ce qui fait que je peux me permettre de changer de vie pour aller mieux? Comment me le permettre? Bah, ce qu'il faut savoir, c'est déjà, tu as très bien vu, pour moi, je suis à 100% d'accord, c'est qu'il y a les deux côtés. Il y a le côté personnel et le côté professionnel. Et quand il y a un des deux qui va pas, et on s'en va toujours s'appuyer sur l'autre. Quand on a des problèmes dans la famille, des problèmes conjugaux, eh bien, à partir du moment où le travail va, ça va permettre de retrouver, de garder un minimum d'équilibre et inversement. Donc, c'est pour ça, ces deux panneaux-là sont extrêmement importants et je dirais que les facteurs extérieurs vont influencer l'un ou l'autre. Parce que, par exemple, quand il y a tout ce qu'on vit, ben, c'est vrai qu'on peut être inquiet pour sa santé, mais on est aussi inquiet pour la santé de ses proches. Donc là aussi, on est en train de gamberger. Ou on est inquiet aussi parce que s'il y a des confinements, ben, c'est évident que pendant ce temps-là, le travail, donc les salaires, les choses comme ça. Donc c'est pour moi ces deux panneaux-là sont vraiment l'essentiel. Les autres ne vont qu'influencer tu vois, même les médias, les choses comme ça. C'est bien sûr, ils nous passent des nouvelles, mais c'est nous qui allons, là encore, les interpréter par rapport à notre travail, par rapport à notre vie personnelle. C'est des choses qui nous reviennent. Alors, c'est vrai que quand il y a des stress chroniques, eh bien, on sait toujours quand ça commence, on sait jamais quand ça se termine. Donc, il faut s'installer dans ce stress chronique et donc, pour cela, il faut modifier sa vie, déjà modifier son rythme de vie. On verra un peu plus tard, je pense que c'était peut-être là aussi que tu voulais en venir,
ça peut aller beaucoup plus loin par rapport à modifier sa vie, parce que c'est un élément important qu'il faut comprendre. Mais déjà, commençons d'une manière pragmatique, modifier sa vie quotidienne. Vous savez, donc bien sûr, d'avoir une alimentation équilibrée. Je prêche à des convertis, mais j'insisterai sur un phénomène qui est très intéressant à comprendre, c'est que notre alimentation va aussi conditionner notre humeur. Et donc, par exemple, les personnes qui vont manger beaucoup de viande rouge, en particulier de charcuterie, ça va avoir tendance à favoriser certains neurotransmetteurs, la dopamine, etc., l'adrénaline, et donc qui sont des hormones d'action. Donc l'action, c'est bien, mais quand il y en a trop, là aussi, ça peut favoriser la notion de stress. Inversement, quand on a une alimentation plutôt végétarienne, je ne pêche pas pour le végétarisme, mais on peut prendre des œufs, on peut prendre du poisson, etc. Eh bien, à ce moment-là, ça va favoriser plutôt la sérotonine, qui est l'hormone de la sérénité. C'est l'hormone qui va agir aussi favorablement pour lutter contre les dépressions. Donc, c'est pour ça que l'alimentation est déjà très, très importante, sans parler qu'elle a une influence sur la flore intestinale, et la flore intestinale a aussi une répercussion sur nos comportements également. Donc ça, c'est important. Donc déjà, de trouver aussi des petits moments dans la journée ou dans la semaine où on va se faire plaisir, ça va déjà être important. Des petits rayons de soleil qu'on va amener dans la journée ou dans la semaine, un film qu'on va aller voir, une soirée qu'on va passer avec des amis, etc. Donc c'est des petites choses, mais qui vont éclairer déjà un petit peu cette noirceur quotidienne, l'exercice physique important, qui va permettre de libérer une partie de notre stress, et aussi, si on a la chance de pouvoir le faire un petit peu à la campagne ou dans la nature, etc., ça n'en sera que mieux, parce qu'en plus avec l'oxygénation, donc, et puis avoir des petits moments, je dirais, pour soi, des petits moments pour soi, parce que j'ai parlé de la méditation, c'est vrai que ça devrait être obligatoire déjà dans toutes les écoles, mais aussi dans des états de stress, c'est vraiment une des clés fondamentales par rapport à ça, mais on peut retrouver des mêmes actions, les mêmes effets que la méditation, simplement en prenant du temps pour réfléchir. Parce que justement, en période de stress, on ne prend pas assez de temps pour réfléchir, pour s'organiser, pour faire un peu le point de son travail, le point de sa vie. On va y revenir tout à l'heure. Et puis après ça, il y a d'autres choses, c'est d'avoir des activités artistiques, donc de prendre du temps pour faire, là encore, c'est pas tous les jours parce qu'on est débordé, mais prendre un petit peu le week-end ou le soir, un soir par semaine, etc., pour faire de la peinture, du dessin, de la musique, du canevas, d'une bonne recette de cuisine. Il y a mille façons d'être artiste. Donc après ça, il y a la notion de se balader dans la nature, parce que là aussi, ça nous permet de nous ressourcer, de nous recentrer, etc. Donc tous ces petits moyens sont importants pour nous remettre dans le moment présent et d'arrêter surtout le mental qui est sans arrêt en train de gamberger dans nos têtes et qui nous noircit toujours la situation d'une manière importante. Et alors que quand on arrête ce mental, et ces différents moyens que je viens de vous donner sont très très importants pour nous remettre dans le ici maintenant et pour arrêter ce mental, et d'un seul coup on y voit beaucoup plus clair parce que les éléments importants ressortent véritablement. Sinon, ils sont noyés dans un tas de choses. Voilà. Donc, et après ça, on Alors, peut aborder l'autre élément que tu pensais, que je pense que tu voulais parler aussi, c'est du sens de sa vie, quelque part. tout à fait. Eh ben, avant que tu continues, est-ce que toi, tu as un petit tuyau pour, parce que quand on est à un stade avancé de stress, chronique, eh bien, quelque part, ce que tu dis là, on en est conscient pour certains d'entre nous, mais on a tellement plus d'énergie qu'on se dit: «Ah, je peux pas chausser les chaussures pour aller courir. Et puis si je médite, bah, je vais penser qu'à ce que j'ai à faire». Est-ce que tu as un petit outil, un petit truc qui fait que ça nous donnerait ce petit coup de pouce de pouvoir vraiment, réellement se poser et prendre le temps pour soi? Vraiment se poser, c'est-à-dire qu'il faut, déjà, il faut dans son emploi du temps, se libérer un temps où on va se le consacrer à nous et considérer que ce n'est pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, si on prend la méditation, dans les entreprises, en particulier au Japon, ils faisaient ça, c'est que ils prenaient 15 minutes. Les 15 premières minutes de travail étaient consacrées à faire un quart d'heure donc de méditation. Donc ça veut dire que les employeurs payaient 15 minutes à leurs employés sur leur temps de travail
pour faire de la méditation. Parce qu'en fin de compte, ce qu'ils sont aperçus, c'est qu'à partir du moment où les personnes avaient fait de la méditation, ils avaient l'esprit plus clair et ils étaient beaucoup plus efficients dans leur travail. Donc, quelque part, ils rattrapaient sans problème le temps perdu je dis perdu entre guillemets, le temps perdu de cette méditation. Donc c'est vraiment un élément très très important, c'est qu'il faut bien considérer que ce n'est pas du temps de perdu, c'est que ça nous permet de retrouver notre efficience. C'est une question de concentration. C'est une question de concentration, la méditation, mais c'est aussi intéressant c'est pour ça que les activités artistiques qui nous plaisent, on a déjà beaucoup plus facilement, on se concentre déjà beaucoup plus facilement sur quelque chose qui nous plaît. Donc ça peut être aussi un film tout simplement et qui va nous distraire, qui va nous obliger à changer des idées, etc. Donc ça aussi, c'est des petites choses qui sont importantes. Et quand je dis activité physique, je dis pas non plus aller faire du vélo ou du jogging, etc. Si vous n'en avez pas envie, mais simplement prendre ses chaussures, aller marcher un petit peu, faire le tour du pâté de maison, aller en campagne si vous avez l'opportunité, etc. C'est simplement ce qu'il faut arriver à intégrer, c'est que ce temps n'est pas du temps de perdu. Du temps, ah oui, mais je pourrais faire ceci ou faire cela. Je comprends, on est tous pareils, mais ce n'est pas du temps de perdu par rapport à ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça nous rendra plus efficaces parce que ça nous permettra de mieux organiser notre temps, d'avoir l'esprit plus clair et donc d'être plus efficace dans le travail qui nous est demandé ensuite. Donc c'est très très important. Il y a un petit élément aussi qui est très facile à faire, c'est quand vous êtes vraiment stressé, etc. Faites la respiration abdominale. L'abdominal, c'est un truc que vous prendra 30 secondes. C'est-à-dire, c'est que vous inspirez par le nez, en gonflant le ventre, sans forcer. Vous bloquez la respiration pendant 2, 3, 4 secondes, ce que vous pouvez. Vous soufflez par la bouche en rentrant le ventre. Vous rebloquez la respiration pendant 3-4 secondes et vous recommencez. Et en général, vous allez voir, en faisant simplement 2 à 3 respirations de cet acabit, on sent déjà la pression qui baisse. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Ce qui est important, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est pour être ici maintenant, c'est d'être dans la concentration de ce qu'on fait. Donc, c'est très organisé, etc. Mais c'est surtout de se dire, de se concentrer sur quelque chose de neutre ou même mieux de plaisant, quelque chose qui nous fait plaisir. Donc, là aussi, c'est très, très important de se donner des petites ouvertures comme ça dans la journée ou dans la semaine. Ça dépend un petit peu de comment vous vous organisez pour ça. Merci pour la petite parenthèse. Et du coup, je t'ai coupé, tu allais parler du sens de la vie. Et ça, c'est pareil. Moi, c'est l'une des grandes choses que j'ai constatées dans les personnes qui vont, je vais dire, pas trop bien au quotidien, c'est qu'est-ce que je fais là? À quoi je sers? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Je ne sais pas trop quel est le sens de ma vie. Alors, comment aider quelqu'un à trouver le sens de sa vie? Est-ce que tu as des infos, des tuyaux à donner à ceux qui nous écoutent? Bien sûr, parce que ça, c'est un point qui commence à en arrive vraiment dans les éléments les plus importants, à mon sens, y compris dans la gestion du stress. Parce que c'est évident que on l'a vu avec, par exemple, le confinement, etc. Donc, ça a permis à beaucoup de personnes de réfléchir, de prendre du temps, comme on disait tout à l'heure, pour réfléchir. Est-ce que ma vie me convient? Est-ce que je suis heureux dans ma vie? C'est the question. La question qu'il faut tous se poser à un moment ou à un autre, c'est suis-je heureux, heureuse? Et donc ça, c'est vraiment l'élément important de ça. Et puis c'est vrai qu'on prend, quand on s'arrête, justement à la suite des confinements, c'était un arrêt qui était plus prolongé. Et donc se dire, ok, est-ce que je suis là? Il y a toujours des confusions qui se font entre réussir sa vie et réussir dans la vie. Et donc la société nous pousse à réussir dans la vie, ce qui est, à mon sens, parce que le développement au niveau social, le développement au niveau pouvoir, le développement au niveau de la hiérarchie, etc. Donc tout ça, on nous montre ça comme étant le but final mais en fait, on s'aperçoit que c'est pas certes, c'est plaisant pour notre ego. Mais c'est plaisant pour notre ego qui est très très content, notre mental est très satisfait également, mais seulement on s'aperçoit qu'on n'est pas foncièrement heureux, heureuse à l'instar de nous. Donc c'est important de
de réfléchir à ça. Et j'avais vu sur Internet un petit dessin qui était humoristique, mais qui montrait bien, c'était la question. Posez-vous la question. Êtes-vous heureux, heureuse? Réponse, oui. À ce moment-là, le conseil qui était donné, ne changez rien. C'est une évidence. Après ça, réponse était non. Vous faisait une question subsidiaire. Question subsidiaire, est-ce que vous voulez être heureux, heureuse? Réponse, non. Question, conseil, alors ne changez rien. Donc après ça, réponse, oui. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à changer dans sa vie. Quelque chose a changé dans sa vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on appelle souvent la mission de vie. La mission de vie, à mon sens, il y a une erreur fondamentale déjà dans ce terme que je n'aime pas, parce que je vais vous expliquer pourquoi. C'est que la mission, ça c'est comme si on nous montrait, c'est un peu comme les coureurs qui devaient aller passer la ligne d'arrivée. Or, comme disait Lao Tzu sur le bonheur n'est pas au bout du chemin, le bonheur c'est le chemin. La mission n'est pas le bout du chemin, la mission, c'est le chemin. C'est le chemin, c'est-à-dire c'est tout le chemin de vie avec toutes ces expériences, ces épreuves que nous traversons, bonnes ou mauvaises, qui nous permettent d'avancer, de comprendre et de grandir. Donc, c'est cette direction qui est importante. Et ce qui est important, à bien sûr à savoir aussi, c'est que pour suivre son chemin de vie, on n'a pas besoin de tout laisser tomber et de se dire, OK, je vais partir aller soigner les c'est pas du tout ce qui nous est demandé. On peut avoir un travail lucratif parce qu'il faut payer les études des enfants, etc. C'est ce qui est logique. Et avoir une activité à côté qui va nous permettre de réaliser notre être, notre véritable. Et ça, c'est très, très important. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas de petite mission de vie. Il n'y a pas de petite mission de vie. Alors, il y en a qui sont les grandes activités. Vous savez, je pose les questions, c'est que les personnes qui sont dans le pouvoir, les politiques, tout simplement, les dirigeants. Je pense que quand on est dans ces situations-là, on est dans une situation où il y a beaucoup de tentations. Beaucoup de tentations par rapport au pouvoir, par rapport à la puissance, par rapport à tout ça. Ce qui ne doit pas être évident à résister. J'irai pas plus loin. Donc, et je pense qu'un père ou une mère au foyer qui va s'occuper de ses deux enfants a une mission qui est aussi noble et aussi importante que peut l'avoir un homme politique quelconque, si je prends cet exemple-là. Donc, il n'y a pas de petite mission. La mission, c'est pas de faire encore beaucoup pour les autres, c'est surtout déjà de faire pour soi, d'évoluer. Et quand on est avec ses enfants, quand on vit avec, on apprend plein de choses de la vie et qui sont absolument merveilleuses et qui nous font avancer d'une manière considérable. Moi, je pratique un petit peu une mission de vie, pour prendre ce terme-là, un chemin de vie. Je dirais qu'il y a 4 notions fondamentales. Il y a la première notion, c'est l'amour. Et j'aimais bien ça en premier, c'est-à-dire qu'il n'existe pas une mission de vie sans amour. Donc, je dirais, si vous ne savez pas dans quelle direction prendre, commencez par développer le plus possible l'amour. Alors, l'amour n'est pas toujours facile à développer comme ça, mais il faut déjà le vouloir. Et puis après ça, on peut faire des approches avec la compassion, avec l'empathie, avec l'intégrité, avec le partage, avec la justice, etc. Donc, tout ça sont des sentiments qui vont déjà nous avancer vers ce sentiment d'amour. Et quand vous développerez ça, et vous verrez, y compris pour le stress, quand vous développerez ce sentiment d'amour, toutes les situations deviennent très simples. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans la jalousie, dans la rancœur, dans la rancune, vous envoyez de l'amour. Et vous envoyez de l'amour, et c'est pour ça que quand vous avez des décisions à prendre, prenez toujours la décision de l'amour. Et avec l'amour vient aussi le pardon. Le pardon, vous savez, il y a aussi une règle fondamentale, c'est que quand on pardonne à quelqu'un, de ce qu'il nous a fait ou de ce qu'il nous est en train de nous faire. Ça ne veut pas dire que nous considérons d'un seul coup que nous avons tort et que lui avait raison. C'est tout simplement de dire, c'est que bon, t'as ton opinion, j'ai la mienne. Maintenant, j'ai pas envie de passer ma vie là-dessus, donc je te pardonne et on passe à autre chose. Donc c'est ça aussi ce qui est par rapport à ce pardon. Donc ça, la première chose, c'est l'amour. Et l'amour est très très important parce que d'un seul coup, vous vous placez au-dessus de la situation. Et là, vous savez, c'était Einstein, il disait une situation, comme le stress par exemple, elle n'est pas résolvable si on se reste sur le même plan que le stress. Et donc, il faut monter d'un cran, et là, ça devient beaucoup plus facile.
ça devient beaucoup plus simple, on a une autre vision des choses. Donc la première chose, c'est dans les missions, dans le chemin de vie, c'est l'amour. La deuxième, c'est on amène pour le karma. Le karma, là encore, il y a une mauvaise vision du karma, à mon sens. Le karma n'est pas une punition, pas du tout. C'est que si on croit à la notion de réincarnation, eh bien, on a dans nos vies, regardez, dans notre vie actuelle, on a plein de trucs qui ne sont pas forcément résolus, qui sont des situations qui sont qu'on maintient dans un état de stress, d'angoisse, etc. Parce qu'on ne veut pas pardonner, parce qu'on ne veut pas dire qu'on s'est trompé, parce qu'on veut pas, parce qu'on a la puissance, le pouvoir et on a peur de le perdre, etc. Donc tout ça, c'est, on sait que c'est wrong way, mauvaise route, mais seulement on ne veut pas changer. Et donc on peut partir, on peut mourir sans avoir changé. Et donc, on va revenir dans une vie antérieure, une vie postérieure, une vie plus tard, en revivant le même contexte. C'est pas une punition, c'est simplement pour qu'on arrive, puisqu'on ne l'a pas fait dans la vie antérieure, de vivre dans cette vie pour peut-être à ce moment-là, enfin solutionner, comprendre et changer. Après ça, donc c'est pas une punition, c'est on revit la situation pour avancer, évoluer. Et donc la troisième chose, c'est qu'on est là pour faire pour les autres, c'est sûr, mais aussi on est là pour apprendre des autres. Donc ça, c'est aussi, je dirais 50-50, c'est pas du marchandage, etc., bien sûr, mais c'est que c'est un petit peu donnant, on a des choses qu'on donne, il y a des choses qu'on reçoit. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aussi s'ouvrir aux autres, et puis ne pas hésiter à donner cet amour, cette attention, cette compassion, etc. Et là, c'est ça la globalité d'un chemin de vie qui va se transformer en des expériences, en des épreuves pour certaines, mais si, là encore, si selon la manière dont on va les aborder, si on les aborde d'une manière conflictuelle, d'une manière émotionnelle, d'une manière chargée de jalousie, de rancœur, de dévalorisation, que sais-je, bien évidemment, on va les vivre dans la souffrance. Mais si on les solutionne et si on les regarde sous la notion du pardon, de la compréhension, de la tolérance, de l'amour, eh bien là, on va passer ces expériences, elles vont fondre comme ces douleurs vont fondre comme la neige au soleil. Et si vous voulez, c'est que ce qu'il faut bien savoir, c'est que quand on est dans cette notion d'amour, eh bien d'abord, on est bien. Quand vous êtes dans l'amour, vous êtes bien. Regardez toutes les situations que vous avez pu vivre dans votre vie où vous avez été dans cet amour. L'amour avec votre conjoint, votre conjointe, avec vos enfants, avec votre famille, avec les amis. Il y a des moments où vous avez vécu l'amour et vous étiez super heureux. Et il y avait, alors ce qui est amusant, c'est que il y a beaucoup de personnes qui me disent, oui, mais comment qu'on fait pour être dans l'amour? Et ça, c'est très cerveau gauche, très raisonnement, machin, comment je fais pour être dans l'amour? Est-ce qu'il faut ouvrir le cœur, machin, etc. Et là, vous savez, dans mes formations, je fais souvent un petit exercice. Je vais faire souvent un petit exercice aux personnes et je vous conseille de le faire. C'est-à-dire, ça, c'est un exercice qui se fait à deux. C'est-à-dire que le premier, on va décider lequel des deux va commencer. Commencer à quoi? À envoyer de l'amour à l'autre. Et donc, l'autre se met en réception. Et au bout d'un petit moment, on inverse les rôles. Et là, les expériences sont extraordinaires parce qu'on s'aperçoit combien que quand on reçoit de l'amour de l'autre, on est bien. Et quand on envoie de l'amour, on est également très bien. Et la conclusion, c'est pourquoi qu'on ne le fait pas plus souvent. Pourquoi qu'on ne le fait pas plus souvent. Mais pour revenir à ce que je vous disais, c'est que quand je fais ça, je dis, OK, on fait ce petit exercice-là, et les personnes se mettent en situation, et c'est un moment merveilleux. Mais il n'y en a aucun qui m'a dit un jour, mais comment je fais pour être dans l'amour? Ça se fait, pouf, spontanément, sans avoir à réfléchir. Et ça, c'est à partir du moment où on réfléchit, oui, mais comment je fais pour ça, etc. C'est tellement, c'est spontané, c'est le cerveau droit. Le cerveau gauche est toujours en train de raisonner, de mettre des bâtons dans les roues, le mental s'y met également. Mais et faites cette expérience et vous allez voir comment c'est divin d'être dans cet amour, parce que l'être humain n'est pas fait pour vivre dans la souffrance, il est fait pour vivre dans l'amour. Il est dans l'amour, il est bien. Il est dans la souffrance, évidemment, il est mal. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la souffrance n'est là que pour nous dire, tu n'es pas sur ton chemin.
C'est ça, c'est pour ça qu'il y a cette souffrance. Un peu comme quand on a une douleur lombaire, une douleur machin. La douleur, elle est là simplement pour nous prévenir. Attention, tu es en train de forcer trop sur tes lombaires, etc. C'est simplement une information qui nous est donnée. Ok, j'ai l'information, j'arrête de forcer sur mes lombaires, etc. Et donc, c'est la même chose par la souffrance. Nous sommes des êtres d'amour, faits pour vivre dans l'amour. Nous sommes baignés dans l'amour du divin qui nous entoure et qui ne veut que notre bien sans jugement. Oubliez toutes ces notions du jugement. Il n'existe pas de jugement, ni sur cette terre, enfin je parle du déchon spirituel, ni dans l'autre. C'est que le divin, il nous accueille sans attente et sans jugement de tout ce qu'on a pu faire, etc. Le divin, c'est la vacuité. Ça va au-delà de l'amour, si vous voulez, c'est il vous prend dans ses bras de toute façon, quoi que vous ayez fait, etc. Donc cette notion de jugement est très importante à supprimer parce qu'elle a été créée par les religions, disons ça comme ça, avec la notion du bien et du mal, qui était là encore. Je vous parle de tout ça parce que croyez bien on n'est pas loin du stress. Hein. On n'est pas loin du stress, parce que toutes ces notions de jugement, de peur, de bien et de mal, sont des notions complètement humaines, pas spirituelles. Avant, le bien et le mal, c'était le bon et le mauvais. Voyez, regardez le feu, par exemple. Le feu, bah, c'est bon, vous allez vous réchauffer quand il fait froid l'hiver, c'est bon. Mais d'un seul coup, vous mettez la main sur le feu, ah, c'est mauvais. Donc, si vous voulez, il y a les éléments sont bons et mauvais en fonction des situations, de ce que l'on vit. Et c'est très important de sortir de cette notion de peur, du jugement, de se sentir aimé aussi. Et c'est très important dans ces périodes de stress également, parce que on n'est plus seul, on est vraiment accompagné quand on se sent accompagné avec une certaine spiritualité. Moi, je suis pas là pour faire du prosélytisme avec quelque religion que ce soit, évidemment. Moi, je suis même plutôt en dehors des religions, je suis plutôt sur un chemin spirituel personnel, mais chacun est libre. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de l'autre côté, vous êtes accompagné. Quand je fais des soins énergétiques, je fais toujours des soins énergétiques accompagnés de mes guides de lumière, de mes êtres de lumière. Et je peux vous dire que s'ils n'étaient pas là, il n'y aurait pas beaucoup de résultats. En déplaise à Luc Baudin. Mais si vous voulez, ce qui était génial, c'est que je me sentais jamais seul dans mon cabinet. C'est que du bonheur. De toute façon, tu vas nous en toucher deux mots à peine plus en détail après du spirituel. Mais pour résumer la première partie, là, des derniers mots entre bien, mal, amour, etc., tu me dis si je me trompe, mais est-ce que la notion d'équilibre dans tout ça n'est pas importante? Parce que si je donne trop d'amour et que je n'en reçois pas assez, est-ce que ça peut me créer un déséquilibre, voire un mal-être plus tard? Est-ce que c'est vraiment gênant? Je prends l'exemple de, parce que c'est pareil, c'est des cas que j'arrive à voir, je ne vais pas dire régulièrement, mais quand même assez souvent. La maman, la mère de famille qui donne beaucoup d'amour à ses enfants. Et du coup, bah, les enfants ne le rendent pas toujours. Hein. Est-ce qu'au bout d'un moment, eh bien, le jour où les enfants vont partir de la maison, ce qui arrivera certainement, eh ben, est-ce que cette maman va pas se sentir seule et mal parce qu'elle a beaucoup donné, mais peut-être moins reçu? Est-ce que c'est grave ou pas, justement? Parce que c'est des cas, cet exemple-là, on l'a souvent. Dans un couple, il y en a souvent un qui donne un peu plus que l'autre, par exemple. Est-ce que c'est mal? Est-ce qu'on peut être heureux comme ça quand même? Ou est-ce que justement, s'il n'y a pas la notion d'équilibre, bah, dans le temps, ça peut être gênant et générer des stress? Non, non. C'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'amour est un sentiment, c'est pas une émotion déjà. Après ça, c'est un sentiment qui n'a pas d'opposé. C'est-à-dire, c'est la force la plus puissante de l'univers, et c'est la force. Et souvent, la haine n'est pas l'opposé de l'amour, c'est l'opposé de la compassion. Le sentiment, l'amour, c'est un sentiment unique. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a beaucoup de personnes qui attendent l'amour. Je parle pas uniquement l'amour de trouver un être cher, etc. Qui attendent l'amour des autres. Et en fin de compte, on ne peut recevoir l'amour des autres aussi que si on en donne. C'est en donnant qu'on va en recevoir. C'est ça qui est aussi un élément important. C'est qu'il ne faut pas attendre que les et il ne faut pas non plus les envoyer par calcul. C'est-à-dire, c'est si on envoie de l'amour à quelqu'un, c'est parce qu'on a envie. C'est vraiment quelque chose qui nous est spontané. Et quelque part, bah, évidemment, si c'est pas renvoyé, c'est dommage, mais faut pas, on n'a pas
faut pas le faire parce qu'on attend un retour sur investissement, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis même quand les parents, c'est évident que quand les enfants s'envolent du nid, on peut continuer de leur envoyer de l'amour parce que cet amour, elle voyage au niveau énergétique comme les ondes radio. Hein. C'est vraiment pas, quelle que soit la distance, c'est vraiment pas important. Et aussi, il y a plein de choses sur lesquelles l'amour est au sens large des termes. C'est-à-dire, c'est que il faut bien comprendre que déjà, il faut commencer par l'amour de soi. On est très, très difficile d'aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Donc, commencez déjà par s'aimer soi-même, aimer son corps, aimer ce que vous êtes, aimer votre pensée, aimer votre conscience, aimer votre travail, aimer votre maison, aimer bien sûr votre conjoint, votre conjointe, votre famille, aimer mais c'est tous les niveaux, aimer la nature, aimer la vie, aimer les oiseaux, aimer tout ça. Et c'est pour ça que il ne faut pas focaliser l'amour. Bien sûr, on est focalisé sur nos enfants qui sont toujours la prunelle de nos yeux, c'est une évidence, mais il faut bien comprendre, c'est que il y a tellement de secteurs qui peuvent être touchés par cet amour et même, vous savez, cette notion qui est importante pour nos enfants en particulier, le plus beau cadeau qu'on peut donner à nos enfants, à mon sens, le plus beau cadeau qu'on peut donner à nos enfants, c'est leur autonomie. C'est ça, une autonomie qui soit suffisamment adulte, je dirais, pour faire face aux aléas de la vie. C'est ça le plus beau cadeau. Et que l'oiseau s'envole du nid. Moi, quand j'ai pas de nouvelles de mes enfants, je dis pas de problème. Pas de problème, c'est que tout va bien pour eux. Vous voyez, c'est ça. S'il y avait un problème, je serais le premier averti. Enfin, j'espère. Mais si vous voulez, et c'est pour ça, c'est que le plus beau cadeau qu'on puisse faire, c'est de leur donner cette autonomie. Et ça veut dire qu'on a quelque part réussi. Bien sûr, on va garder les liens, bien sûr, on va se retrouver, bien sûr, on va continuer de se voir, mais parce qu'après ça, faut faire attention, justement, il y a l'ego qui revient après ça. Je t'aime, mais il faut que tu m'aimes. Et puis, c'est comme au niveau des couples, bien sûr, il se peut très bien qu'on donne de l'amour à quelqu'un et on attend de l'autre qui nous renvoie cet amour de la même manière. Mais il faut voir aussi que l'autre est différent de nous, bien sûr, et il peut nous renvoyer de l'amour, mais à sa manière. Il faut aussi savoir le voir, le comprendre. Les attentions ne seront pas forcément les mêmes, mais les réflexions ne seront pas les mêmes, mais seulement ils peuvent aussi vous manifester l'amour autrement. Et je vais raconter une petite histoire personnelle. C'est que quand mon deuxième fils est né, je me rappelle, j'ai été dans sa chambre et je me suis mis au-dessus de son berceau, j'étais tout seul avec lui et je lui dis, bah, écoute, je suis embêté, je suis ennuyé pour toi parce qu'en fait, j'ai tellement d'amour pour ton frère que je me demande comment je vais trouver de l'amour pour t'en donner à toi. Et donc, c'était une question très masculine, hein, très cerveau gauche, je l'avoue foncièrement. Mais seulement, je me suis aperçu de quoi? C'est qu'en fin de compte, j'ai continué à aimer autant son frère, mais que lui, je l'ai aimé pareil que son frère, parce que l'amour, c'est un puissant fond qu'on donne et qu'on donne et qu'on donne. Et surtout, en plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a plein d'études qui ont montré que quand on est dans cette notion énergétique de pensée positive, d'amour, de joie, de bonheur, etc., et là, tout simplement, c'est bon pour notre esprit parce qu'on se sent déjà beaucoup mieux, mais c'est bon aussi pour notre corps, pour notre santé. On est fait, comme je vous l'ai dit, on est fait pour vivre dans cet sentiment d'amour. Donc, l'amour se calcule pas. C'est pour ça qu'il est important c'est pour ça que quand il y a une personne quand il y a les envols du nid, bah oui, mais c'est des étapes de la vie et puis ben il y a des choses, ça veut dire qu'on a fini par exemple notre mission, pas complètement parce qu'on aura les enfants, puis il y aura les petits enfants plus tard et puis etc. Il y a d'autres choses qui vont arriver, mais aussi ça va nous permettre de changer et peut-être de faire des choses qu'on n'a pas eu le temps de faire quand on avait des enfants et qu'on va pouvoir développer à ce moment-là. Il y a tellement d'autres manières de pouvoir donner cet amour. Ben, merci pour ce petit exemple, ce partage. Et sans transition, je sais qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur aussi, c'est la symbolique des maladies. Donc, comme si au bout d'un moment, je génère trop de stress chronique, je peux engendrer, suivant mon profil,
suivant ma génétique, suivant mes prédispositions, engendrer différentes maladies. Ça, c'est toujours difficile à expliquer. Il y en a qui vont déclencher un burn-out, d'autres des crises digestives quelconques, d'autres des problèmes de sommeil, etc. Donc, par rapport au stress, les conséquences, d'ailleurs, j'ai l'impression que nous ne sommes pas tous égaux, tu me diras si je me trompe, et aussi, on peut observer grâce à la symbolique des maladies une origine, et puis peut-être la travailler aussi, parce que le corps nous parle, le corps physique nous parle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a une souffrance de l'être, au départ, l'être, notre être intérieur, pour parler comme ça, va nous envoyer des messages, des informations, pour nous dire attention, tu n'es pas heureux. Attention, tu n'es pas heureux, ça veut dire que tu n'es pas sur ta route. Ça, il faut bien le comprendre. Parce que tout le travail, par exemple, quand on a un travail qui nous plaît, un travail qui correspond à notre chemin de vie, eh bien, comme on dit, on est en vacances toute l'année. Parce que ça ne nous coûte pas. On se réveille le matin, on est heureux, etc. Donc, quand on n'est pas sur cette route, eh bien, lui, il va envoyer des messages. Alors, ces messages vont commencer par des petites informations. Ça peut être une petite voix dans la tête, ça peut être des intuitions, ça peut être des synchronicités, ça peut être plein de choses. Et puis on les écoute pas parce qu'on est pris par le mouvement de la vie quotidienne. Et puis ben, il est bien sûr beaucoup plus intéressant d'économiser pour s'acheter une belle télé ou une belle voiture plutôt que de s'occuper sur notre évolution personnelle ou à nourrir notre esprit, notre âme ou notre conscience. Ça c'est le piège de notre société. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des plaisirs. On peut utiliser les plaisirs de la vie, d'aller au bon restaurant, d'acheter une voiture qui nous plaît, etc. Ça fait partie des plaisirs, mais il faut bien savoir que ce sont des plaisirs, ce ne sont pas c'est pas un but, c'est un plaisir que nous donne cette vie dans cette matérialité. Donc cette notion, il envoie des petits messages, mais on les entend pas, on ne les écoute pas. Et comme on ne les écoute pas, à ce moment-là, il finit par s'inscrire dans le corps. Ils s'inscrivent dans le corps, alors souvent par des petites choses toutes simples, par une petite douleur, par un petit trouble sur une articulation, sur un estomac, sur un intestin, une vessie, peu importe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il va pas se localiser au hasard. Au hasard, c'est-à-dire c'est que c'est toujours lié à une symbolique. À une symbolique, c'est pour ça que si on prend un trouble, par exemple, une douleur de genou, bah oui, j'ai mal au genou, c'est parce que j'ai trop porté, j'ai trop forcé, j'ai trop marché, j'ai trop. Ok, c'est juste, c'est juste. Mais seulement, on a fait ça bien d'autres fois dans la vie, et pourquoi ça fait ça maintenant et ça l'a pas fait les autres fois, alors que peut-être les autres fois, j'en ai fait beaucoup plus. Parce que dans notre vie, il y a une situation dans laquelle nous sommes intransigeants, dans laquelle nous sommes rigides, dans laquelle nous ne voulons pas fléchir. Et donc, quelque part, notre être est en train de nous dire, attention, tu es trop rigide. Attention, il faut voir les choses autrement. Il faut être plus souple. Il va falloir que tu assouplisses tes positions, que tu assouplisses tes décisions et ta manière, ton comportement d'une manière générale. Donc ça, c'est un élément très important parce qu'on peut soigner le genou, l'estomac, la vessie, etc. Oui, par le plan médical, avec les médecins conventionnels, les médecines naturelles, etc. Mais est-ce qu'il faut le stress, par exemple, on peut le solutionner. On a des médicaments à base bien sûr, de médicaments conventionnels, on a des médicaments à base de plantes, on a des fleurs de bac, on a des huiles essentielles, on a l'acupuncture, on a plein de choses qui permettent de soulager le stress. Mais on est toujours en train de solutionner la partie émergée de l'iceberg. On est en train de partir. Donc on enlève le stress, mais on n'a pas solutionné le fond du problème qui était une souffrance de l'être qui était derrière. Donc il faut comprendre la symbolique. La symbolique ne vient pas c'est pas un hasard si c'est sur un tel organe plutôt que tel autre que va se localiser le stress. Et donc, pourquoi chez les uns, ça va provoquer une déminéralisation, pourquoi chez les autres, ça va provoquer plutôt un problème de masse immunitaire. Je vous ai dit, ça fait un peu tout, mais il y a des éléments qui vont sortir plus importants pour les uns et pour les autres, parce que ça correspond à la souffrance de l'être, quelque part. L'être utilise le problème pour se rappeler à l'ordre. Et donc, c'est des éléments, non seulement il faut entendre, comprendre la symbolique, mais comprendre la symbolique ne suffit pas, ça ne sert à rien si ce n'est pas suivi par un changement d'attitude. Ok, je vais soigner mon genou,
avec les méthodes physiques, etc., on a parlé, ou autres, ou énergétiques, ou peu importe. Et le truc, c'est, en même temps, j'ai compris que j'étais trop rigide dans mes positions par rapport, par exemple, à mes enfants, ou dans mon travail, par rapport à mes collaborateurs. Et donc là, à ce moment-là, ok, j'ai compris ça, donc je vais changer mon comportement, je vais changer mes décisions, je vais changer ma manière de faire. Et là, à partir du moment où on change, et bien là, à ce moment-là, là, on a solutionné sur le plan physique, on a solutionné sur le plan psychologique, et là, on va pouvoir atteindre la véritable guérison. Et on peut aller plus loin. On va plus Et, loin. On va plus loin, Kevin, ou on va plus loin plus tard? eh ben justement, là, on va partir, c'est ça, là, tu me tends le bâton pour qu'on parle d'énergétique et de spirituel, c'est bien ça? Oui, Et du coup, tout à fait, parce que oui, bah tu déjà, peux, l'énergétique nous explique pourquoi ça vient se localiser à tel endroit. Parce que une émotion, par exemple, l'émotion d'une l'émotion d'une rancœur, l'émotion d'une peur, et bien à ce moment-là, selon la peur, et bien ça a une certaine vibration. Donc c'est évident que ce n'est pas les mêmes vibrations pour la dévalorisation, la jalousie, etc. Et donc nos organes ont des vibrations aussi différentes. Le foie ne vibre pas à la même fréquence que le cœur, que les intestins, etc. Et donc déjà énergétiquement, l'un va être attiré par l'autre qui est sur la même fréquence. Ça va correspondre aussi au choc émotionnel qui va pouvoir se localiser par rapport à ça. Donc c'est sur le plan énergétique, on comprend bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand on enlève ce blocage énergétique que ça va induire, eh bien on va ipso facto aider la solution, apporter la solution du conflit. Mais la symbolique est intéressante, comme je l'ai dit, mais comme j'ai déjà évoqué un petit peu en filigrane, c'est une souffrance de l'être et c'est une souffrance de l'âme. Et ça, l'être, l'âme, est là pour nous indiquer notre chemin de vie. Il est là pour nous indiquer le chemin de vie. Et donc, quand on fait une mauvaise route, quand on fait des mauvais choix, bon, c'est pas grave, on est là aussi, on en fait des mauvais choix, mais ça va nous apprendre également. Ça va. Comme disait Mandela, je fais pas, il n'y a pas de mauvais choix, c'est soit je prends le bon choix, j'ai gagné, soit je prends le mauvais choix, j'apprends. Voilà. Donc, si on a la sagesse de comprendre qu'on a fait le mauvais choix et qu'on a changé. Mais c'est le truc, c'est au-delà de cette symbolique, il faut changer. Mais ce changement, qu'est-ce que ça va nous apporter? Ça va nous apporter qu'on va se remettre sur notre chemin. Et ça va nous permettre de nous retrouver heureux. Et ça, on est en train de suivre notre chemin du cœur et quelque part aussi le chemin de notre âme. Et ça, c'est pour ça qu'à l'origine de tous les problèmes, y compris les problèmes de stress, et bien tous les problèmes de santé, j'entends, eh bien il y a toujours une souffrance de l'âme qui est au départ. Et c'est pour ça aussi, c'est que il y a l'âme qui connaît notre être intérieur, appelez ça comme vous voulez, qui connaît le chemin qu'on doit suivre. Si on le suit, on est dans le bonheur, on est heureux, on est dans la joie, on est dans l'amour, tout va bien. Mais si on commence à prendre une route de traverse, comme on le fait souvent avec nos situations de notre société, si on suit un petit peu le miroir aux alouettes de notre société, on sort à ce moment-là de notre chemin. Et comme on sort de notre chemin, ben, on commence à ne plus être heureux sur le plan physique. Oui, ça nous donne des satisfactions, mais ça ne nous donne pas le bonheur. Et donc, à ce moment-là, l'âme va commencer à se manifester, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, par des petits signes, par des petites informations, par des petits mots dans la tête, par des synchronicités, etc. Et puis, si on les entend pas, ça va finir par s'inscrire dans le corps et ça va finir par déclencher la maladie. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'origine numéro un de tout ça, c'est toujours une souffrance de l'âme qui est au tout départ, et y compris dans le stress. Le stress, quand il y a un stress qui est déjà généralisé, ça veut dire que on est dans la souffrance. Donc l'âme est en train de dire attention, wrong way, attention, mauvaise route. Attention, mauvaise route, c'est que tu t'éloignes de ce que tu es, de ce que tu es venu faire sur cette terre. Tu t'éloignes de ça. Donc c'est pour ça que l'intérêt, c'est aussi de se dire, faire le point un petit peu de sa vie, de se dire qu'est-ce que je veux et qu'est-ce qui me rend heureux. Parce que le fil d'Ariane, c'est là. L'amour, je vous ai dit. La deuxième chose, c'est d'être heureux. Et c'est pour ça que choisissez toujours des voies qui vous rendront heureux, même si c'est des voies qui vous donneront pas la puissance, la gloire ou la fortune. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus important? La fortune ou d'être heureux? c'est ça.
C'est ça. Et juste pour se permettre de redéfinir brièvement pour celles et ceux à qui ça fait peur, là tu parles d'âme. En off, on avait parlé aussi de rituel, de prière, de spirituel. Du coup, c'est des mots, quand on ne connaît pas, ils peuvent faire peur. Ouh là là, c'est sectaire, c'est religieux, tout ça. Qu'est-ce que c'est que tout ça, là, quand on ne connaît pas tout ça? Je comprends, je comprends. Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai fait mes études chez les franciscains, donc j'ai été baigné par la religion, etc. Ça, bon, j'ai vu le côté positif et j'ai vu largement les côtés négatifs. Et donc, quand j'ai fait mes études de médecine, delete. Donc, on efface tout ça. Il n'y a plus que l'être humain avec ses organes, ses cellules, ses neurotransmetteurs, etc. Delete. Voilà. Donc, tout ce qui est divin, tout ce qui est même, je dirais, psychologique, on est déjà un petit peu borderline. Et quand on parle énergétique, on est out. Et alors, quant à la spiritualité, on en parle même. Donc, c'est quelque chose que j'ai retrouvé avec la spiritualité au fur et à mesure. Et qu'est-ce qui m'a été le plus utile pour redévelopper ma spiritualité? Je vais vous donner deux fils. Le premier fil, c'était tout simplement, fut un temps où j'avais le temps de faire un peu de potager, et simplement le fait de faire mon potager, d'être en contact avec la nature, de regarder les petits oiseaux, de regarder les plantes pousser, de regarder tout ça, je peux vous dire que ça m'a appris autant que dans tous les bouquins de philosophie, voire de textes sacrés, etc. On a les éléments, ils sont devant nos yeux. Et puis le deuxième plan, qui est un plan là plus scientifique, et c'est à étudier tout ce qui était physique quantique. Étudier dans le sens de lire les livres des grands auteurs, Einstein, Hawkins, etc., Hubert Reeves, et là, on s'aperçoit qu'en fait, l'univers est conscience. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que la pensée agit sur la matière. Donc on a vu ça avec des expérimentations qui pouvaient être faussées par la pensée de l'expérimentateur. Donc, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment où la pensée peut agir sur la matière, ce que veut dire que la matière n'est pas complètement indépendante de la pensée, sinon il n'y aurait pas d'action. Vous comprenez? Et après ça, il y a l'autre façon aussi de voir, c'est que la matière et l'énergie, c'est deux facettes de la même chose, un petit peu comme l'eau liquide et la vapeur d'eau. C'est la même chose sous deux aspects différents. La matière et l'énergie, c'est la même chose sous deux aspects différents. Là aussi. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui a été démontré par la physique quantique. Et là, il y a aussi des études au niveau de la création de l'univers. Il faut, pour la créer l'univers, il faut qu'il y ait une quarantaine de constantes qui soient présentes dans des conditions extrêmement fines. Donc, du genre de 0,00000,1 unité de cette constante. Et donc, pour que ces 40 composantes soient là, tout ensemble, en même temps, dans ces valeurs-là, c'est une impossibilité. Donc, c'est pour ça qu'on parle souvent d'un programme. Il y avait Smoot qui était un physicien qui a été prix Nobel de physique, et lui, il parlait d'un ADN, un ADN cosmique, un peu à l'instar de notre ADN qui nous a permis de donner notre forme, un ADN qui a donné la forme, mais c'est un programme. Et donc, c'est un programme, là où ça devient gênant, c'est que là, il n'y a pas, bien sûr, c'est une preuve indirecte, mais il est difficile d'envisager un programme sans qu'il y ait un programmateur. Là, vous voyez, donc c'est pour ça que tous ces éléments que je vous dis, c'est à vous à chacun de faire son chemin. Il n'y a pas dans la spiritualité, il n'y a pas un chemin, mais la spiritualité, ça vient du cœur. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de raisonné, c'est quelque chose qu'on sent juste ou pas à l'intérieur de nous et qui nous permet d'avancer. C'est pour ça que le divin, pour parler un nom très très générique, pour moi c'est devenu une évidence. Je l'avais appris dans la religion, mais on me l'avait imposé quelque part. Là, je l'ai retrouvé par rapport à ce que j'ai ressenti avec mes expériences personnelles, comme je vous l'ai expliqué, mais aussi avec au travers de ces grands physiciens qui nous livrent vraiment des choses. Je vous incite vraiment à regarder par rapport à ça. Alors, à partir du moment où il y a une notion de divin,
bah, on arrive aussi à cette notion de prière. Cette notion de prière, et ce qu'il faut comprendre, c'est que les prières toutes faites, qu'on retrouve dans toutes les religions, il faut considérer que c'est un peu comme quand vous prenez le téléphone, vous faites un numéro de téléphone. Donc je dis souvent, les prières, c'est le téléphone de Dieu, c'est le numéro de téléphone de Dieu. Et donc à partir du moment où vous avez le numéro, à partir du moment où vous avez la communication, vous continuez pas à taper le numéro sur votre clavier. Et donc là, vous écoutez. Et bien là, c'est pareil. Une fois que vous avez la communication, écoutez. Et rappelez-vous aussi que pour moi, le divin, il est pas quelque part perdu avec une grande barbe blanche, etc. Mais c'est quelque part, il est partout. Et en particulier, il est aussi en nous. C'est notre énergie, notre étincelle divine qui est en nous et ce qui fait que nous sommes des êtres spirituels avant d'être des êtres matériels. Et ça, il faut bien le comprendre. Et c'est tout le challenge qu'on a aujourd'hui à faire. C'est surtout avec les situations qu'on vit aujourd'hui, c'est il faut absolument arrêter de se dénigrer, arrêter de se minimiser, arrêter de diminuer notre valeur. Nous sommes des personnes, tous les individus sont des personnes de talent. Nous avons tous des capacités, des talents naturels, mais aussi des talents qu'on qualifie encore comme surnaturels, comme la clairvoyance, la télépathie, la téléportation, etc. Mais nous l'avons tous en nous. Mhm. Nous pouvons tous les développer si nous le voulons aujourd'hui. Nous avons tout à fait ces capacités. Nous sommes des êtres très puissants. La pensée est très forte et elle agit, surtout si je vous disais, elle agit sur la matière, mais elle agit aussi sur l'environnement, sur les personnes. C'est pour ça que le stress est fait. Il a tendance à nous enfermer dans le cocon, dans un cocon, et nous empêcher de prendre notre envol, de prendre véritablement notre véritable dimension. Donc il faut savoir vraiment cette notion. Et c'est un peu comme je racontais l'histoire de l'aiglon qui était tombé sur le sol et que des poules retrouvent. Et donc les poules ont décidé de l'adopter. Et ce pauvre aiglon, il se retrouve pendant toute sa vie à traîner ses ailes dans le poulailler en regardant les autres aigles qui étaient en train de voler, rêver de devenir un aigle alors que lui-même était un aigle. Et c'est un peu ça ce qui nous arrive à nous, c'est que on est enfermé dans le poulailler alors qu'on a des capacités d'aigle qui ne demande qu'à se manifester. Donc il faut là encore prendre conscience de notre pouvoir. Et c'est aussi un dernier point que je peux dire par rapport au stress, c'est la notion de confiance. Confiance, d'abord confiance dans nos capacités, parce que toutes les situations, moi j'ai toujours considéré que toutes les situations que je traversais dans ma vie, c'est que si elles étaient là, c'est que je pouvais y faire face. On a traversé tous des épreuves, on y a fait face et on a toujours trouvé des solutions. Et donc pourquoi on ne trouverait pas une solution non plus par ça? Et aussi la notion, c'est de la confiance dans la vie. La confiance dans la vie, parce que si la vie cherchait à nous détruire, ce serait fait depuis bien longtemps. Elle cherche peut-être à nous faire changer. Là, c'est déjà mais changer pour du mieux pour nous, du meilleur pour nous. Et donc confiance aussi dans la vie. Et donc déjà cette notion de confiance, c'est de se dire, ok, après la pluie vient le beau temps, c'est-à-dire qu'après une période difficile, qu'on va avoir surmonté, qu'on va arriver à surmonter. On a déjà donné quelques petits tuyaux pendant cette vidéo. Eh bien, après la pluie, vient toujours quelque chose de positif et quelque chose, une évolution, des choses qui vont changer et qui sont que dans le positif et dans le bonheur. Mais tu vois, on a le même discours, j'emploie d'autres mots, mais on a le même discours. Et j'ai remarqué une chose, c'est que beaucoup l'entendent, ce qu'on dit, mais il y a toujours la crainte de est-ce que c'est bien vrai ce qu'il dit? Parce qu'on est quand même dans un monde où le domaine scientifique a pris ses marques et est vraiment positionné. Et on ne fait confiance quasiment que au domaine scientifique. Est-ce que c'est prouvé? Tiens, il y en a qui pourraient dire ce que tu dis là, Luc, est-ce que c'est prouvé? Alors moi, je leur réponds bah, j'ai qu'une seule preuve que je peux vous apporter, c'est aller vers le domaine quantique. Et il y a énormément de domaines quantiques qui existent, des outils quantiques. Moi, je suis un passionné des outils Drive, hein, je ne sais pas si tu connais. Et du coup, il y a bien longtemps que ça existe, hein, bien avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ils soignaient des blessés de guerre avec des outils quantiques, hein, avec sa machine de Rife. Donc, moi, les lancer un petit peu sur ces outils-là, j'ai l'impression que ça permet d'essayer de convaincre avec des données physiques, parce que ça, les données, ça plaît à notre époque. Mais est-ce que toi, tu as d'autres appuis ou d'autres outils pour que les gens aillent plus loin après cette vidéo pour, j'ai pas envie de dire juste croire ce que tu dis, parce que toi, tu n'as plus rien à prouver, tu le constates tous les jours, moi aussi, mais pour celles et ceux qui seraient encore dubitatifs dans tout cela. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que
On a déjà un cerveau droit, un cerveau gauche. Donc, le cerveau gauche est hypertrophié dans notre société. Le cerveau gauche, c'est la raison, le raisonnement, la logique. Et puis le cerveau droit, c'est plutôt l'intuition, la clairvoyance, le ressenti, la synthèse. Donc, on a ces deux cerveaux. Et on a privilégié pour le moment en apparence le cerveau gauche. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, bah oui, les scientifiques font des expériences, ils découvrent des choses, etc. Mais si vous les écoutez sincèrement, les scientifiques, eh bien, bon nombre vous diront que ils ont fait une découverte parce que d'un seul coup, ils se sont réveillés un matin et puis, bingo, ils ont pensé à une solution et qui vont donc quelque part, ils ont su aussi l'intuition, la clairvoyance. Hein, donc, il faut bien comprendre. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est pour ça que je ne cherche jamais à convaincre quel que soit, c'est que je donne mon opinion, et après ça, chacun fait son opinion, et ça, c'est ce qui me paraît le plus logique, le plus simple et normal. On peut pas imposer quoi que ce soit, parce qu'il faut savoir aussi, c'est que, bien sûr, il y a des preuves, il y a des éléments, ben après ça, c'est à chacun on en donnait quelques-uns, là, pendant cette conférence, mais il y en a d'autres, et puis à chacun aussi de rechercher, si ça l'intéresse. Mais au-delà de cela, c'est que je suis pas sûr que la notion de preuve suffise. En ce sens que, je vais donner un exemple. Au niveau de l'alimentation, on sait très bien quelle est l'alimentation qui est bonne pour notre santé. Très bien, pour prévenir les maladies. L'alimentation, par exemple, méditerranéenne a fait ses preuves comme quoi elle était bonne pour prévenir les maladies cardiovasculaires, le cancer, les maladies d'Alzheimer, la dépression, etc. Donc, elle a montré largement tous ses intérêts. Mais c'est pas pour autant que on va la suivre et que la majorité de la population le suit, alors que c'est quelque chose de bon. Donc, et là, on a les preuves, on a les expériences, on a les choses, et même, c'est pour ça que je dis, même avec des preuves, ce n'est pas forcément quelque chose d'acquis. Donc, et ça, c'est quelque chose, c'est un élément que j'ai beaucoup travaillé parce que, y compris, il y avait des choses que je savais bonnes et que je ne faisais pas, que je savais mauvaises et que je faisais. Et donc, ça veut dire qu'il y a un blocage dans notre tête. Et c'est là-dessus que j'ai travaillé. Alors, c'est un peu long à répéter, mais c'est pour ça que j'ai développé, par exemple, tout dernièrement, ce que j'appelle un symbole lémurien et qui explique un petit peu, c'est un symbole qui travaille au niveau inconscient et qui permet de lever ce genre de blocage par rapport à. On le retrouve un peu sur le FT quand on fait le point karaté au départ. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on est en train de faire sauter les blocages qui peuvent venir gêner la réalisation de la technique qu'on va faire ensemble. Là, j'ai travaillé sur les blocages qui nous empêchent de réaliser des choses qu'on voudrait faire, mais qui seraient bonnes pour nous, mais qu'on ne peut pas faire. Donc ça, c'est un blocage des croyances, des vécus, des programmes, là encore, qu'on a en nous, et qu'il faut arriver à faire sauter. Et c'est pour ça que c'est un symbole lémurien que j'ai placé sur mon site. C'était, bon, je l'ai acquis, ce serait un peu trop long et un peu particulier à expliquer, mais qui est intéressant pour aider tout doucement à faire sauter ces blocages, parce que là encore, les symboles, c'est des choses qui travaillent directement avec notre conscience, avec notre âme. Eh bien, merci Luc, hein. Je ne vais pas abuser plus de ton temps, mais je ne vais pas te laisser partir quand même comme ça. À ceux et ceux qui nous écoutent, j'ai l'habitude de demander à chaque intervenant son petit top 2 ou 3 de sa petite boîte à outils pour bien gérer son stress, car malgré tout, il y a du stress ou des émotions qui émergent. Quel est ton top à toi, du petit truc qui fonctionne bien de manière générale, hein, parce qu'on sait qu'il faut utiliser le bon outil pour la bonne personne au bon moment, on le sait, mais le petit top, ton top. Le petit top. Il y a beaucoup de top dans mon top. Il y a beaucoup de top dans mon top. Déjà, il y a pour ceux qui restent pragmatiques avec les remèdes, avec les choses comme ça, pensez tout simplement au rescue hein, dans les fleurs de bac. Tout simplement, c'est un petit truc qui est remarquable aussi. On en met quelques gouttes sous la langue et c'est intéressant. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec l'homéopathie aussi, avec les traitements comme le gelsemium, l'ignacia, etc., qui sont intéressantes. Mais ce qui est très très important, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment d'arriver
à regarder les choses différemment. C'est-à-dire que quand vous regardez une bouteille, vous pouvez la regarder sous différentes facettes. Et donc, il est très important d'essayer de regarder ça. Et c'est pour ça que la discussion avec les autres est toujours très, très bénéfique parce que ça nous permet d'échanger. Les autres nous font bouger nos idées et nous font voir souvent les éléments sous d'autres aspects. Et c'est vraiment extrêmement important dans ces périodes de stress, dans ces périodes d'angoisse. Il ne faut pas rester seul parce que quand on reste seul, c'est le pire. C'est-à-dire, vous pouvez vivre en couple avec des amis, etc., puis garder tous vos problèmes pour vous. Ça, c'est extrêmement, extrêmement mauvais. Moi, je me rappelle comme ça d'un monsieur qui avait perdu son chat. C'était un monsieur âgé, il devait avoir 80 ans, et tout le monde, on essayait de tout, il était très, très malheureux, et on essayait tous de le faire parler. Et il a toujours refusé d'exprimer sa souffrance ou sa peine. Et en fait, 3 mois après, il a déclenché un cancer de la gorge. Symboliquement, ça lui était resté en travers de la gorge. Et je suis persuadé que s'il en avait parlé avec sa femme, avec moi, avec ses amis, etc., ça aurait décongestionné déjà le problème. Il aurait peut-être fait un problème de gorge, mais peut-être un polype, une angine, un petit truc, mais il n'aurait certainement pas fait un cancer. Donc c'est très très important de verbaliser, de dire, de partager. Et puis n'oubliez pas non plus que n'attendez pas de recevoir l'amour des autres. Envoyez votre amour, et c'est comme ça que vous en recevrez. C'est dans ce sens-là, et vous donnez sans compter, sans retour, sans chercher du retour. Eh ben, Luc, merci. Reste comme tu es, continue d'informer de manière holistique toutes ces personnes et puis prends soin de toi et j'espère te dire à très bientôt. Merci Kevin, merci à tous. Merci, à la prochaine. Now let's go.